Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 28 décembre 2023, la dernière semaine donc de l'année, d'une année qui s'était annoncée au départ difficile, soi-disant qu'à cause de l'augmentation des taux d'intérêt faite par M. Powell et ici par la Banque centrale du Canada, on s'attendait finalement que le chômage augmente, que l'économie ralentit, finalement qu'on s'en va vraiment dans des choses très négatives, parce que tous les grandes économies, c'est ça qu'ils disaient. Tout le monde s'est trompé en réalité. On arrive à la fin de l'année. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'économie est florissante, tout va bien, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? On a tout simplement les taux d'intérêt ont augmenté, mais ce n'est pas la fin du monde, au fond, au bout de la ligne. Non seulement, mais M. Powell a déjà annoncé que l'an prochain, il va réduire les taux d'intérêt. Donc, c'est lui qui était tellement méchant et tellement dur d'augmenter les taux, puis que c'était pénible pour tout le monde à cause de la hausse des taux, on avait le chômage et puis tout ça. Et puis finalement, ben, tout se finit dans une ruine. On appelle ça du soft landing, c'est-à-dire un atterrissage en douceur de l'économie. Et donc, en espérant que c'est ça. Nous, on est très contents, Gary et moi, parce qu'en tant que gestionnaire de portefeuille, on gère finalement les comptes de nos clients. Et puis, malgré le fait que pas mal de clients disaient que peut-être c'est mieux de se mettre en taux d'intérêt parce que là, l'économie va descendre, va finalement gruger dans la bourse et puis la bourse va descendre. Mais nous, on a résisté toujours. On a une longue expérience. Surtout la mienne. Moi, je suis dans le marché depuis 50 et quelques années. Donc, j'en ai vu vraiment qu'est-ce que c'était l'inflation, qu'est-ce que c'était la réaction des banques centrales plusieurs fois. Et puis, cette fois, j'avais l'impression que finalement, l'économie allait bien, tout allait bien, donc il n'y avait pas vraiment de problème, sauf que c'était normal que la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, simplement parce que ça lui donne le pouvoir de les baisser après. Tandis qu'avant, ils étaient tellement bas, les taux d'intérêt, ils étaient à 0,25, pratiquement zéro, et finalement, on ne pouvait pas les baisser plus, à moins de les rendre négatifs, et ça changeait finalement toute l'économie d'un pays, en général, de la finance. Et donc, finalement, on a trouvé qu'on avait raison. Et en effet, c'est bien. L'année se conclut bien. Et puis, nos clients sont heureux. Et voilà. Une fois dit tout ça, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du dernier sujet de l'année. On va parler de ce qu'on appelle la théorie des parties prenantes. C'est une traduction officielle. Les parties prenantes, c'est qui? Il y a des parties prenantes internes, parties prenantes externes d'une compagnie. On parle d'une compagnie en général. Donc, regardez, en anglais, c'est Stakeholders Economy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est qu'une compagnie n'est pas là juste pour faire des dividendes pour les investisseurs et de la croissance dans la valeur du titre pour faire un gain en capital. Ça, c'est la première chose qui vient à l'idée, c'est qu'une compagnie, pour un investisseur, c'est qu'elle donne des dividendes et puis le titre monte de valeur. Mais à l'intérieur d'une compagnie, ce n'est pas ça. Pour arriver à tout ça, il faut quand même avoir une perspective à long terme. La perspective à long terme, c'est ça, c'est d'avoir une sorte d'économie, regardez, d'une gestion dans laquelle on tient compte de la morale et des valeurs dans la gestion d'une organisation. C'est-à-dire juste faire les affaires, ça demande, c'est pas juste aller là pour pousser, pour faire de l'argent et puis faire n'importe quoi pour avoir de l'argent, du tout. Il y a une éthique. Et la compagnie, pour survivre à long terme, il faut qu'elle se donne une éthique de comportement. Et l'éthique est vraiment très simple, mais quand même, c'est récent tout ça, cette histoire de l'éthique. Si vous regardez dans l'histoire, dans les références qui viennent avec ce vidéo, vous verrez que finalement, jusqu'aux années 60, 1960, on n'avait pas vraiment l'idée de faire autre chose dans une compagnie que faire de l'argent et faire des dividendes et augmenter donc la valeur du titre comme tel. C'est petit à petit après qu'ils se sont ajoutés des valeurs qui sont plus logiques par rapport à ne pas les avoir, ces valeurs. Et ce sont des valeurs d'éthique justement dans les affaires. Alors juste pour vous dire, ça veut dire quoi ça au juste? Regardez, qui sont les parties prenantes? Et il y a des parties prenantes internes dans une compagnie, ce sont les employés, le gestionnaire, les propriétaires. Ensuite, il y a des parties prenantes externes. Il y a les fournisseurs, la société, enfin la société dans laquelle on vit, le gouvernement,
les créditeurs, les actionnaires, les clients. Voyez-vous, les actionnaires, ce n'est pas vraiment la chose la plus importante. Ça va tout seul que les actionnaires sont contents si la compagnie progresse bien et a un plan à long terme. Mais pour avoir un plan à long terme, ça demande justement une éthique des affaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au justice? Regardez, partie prenante interne, les employés. Bien, les employés, bien, ils ont des bonus. Les employés peuvent avoir des actions d'une compagnie cotée à la bourse, ils peuvent avoir des options. Naturellement, il y a beaucoup de respect pour l'employé comme tel, qui se sent confortablement bien dans l'entreprise et qui se sent pas traité comme un robot qui finalement, ou lui ou un autre, ça ne fait pas la différence, mais finalement qu'il se soit traité comme un être humain, tout ça. Ça, ce sont des valeurs importantes. Ces valeurs-là, il y a 50 ans, 60 ans, ce n'était pas considéré. Aujourd'hui, par contre, c'est important. Et regardez, dans le cas, par exemple, des les clients, ça c'est important. Moi, je vous cite comme ça, simplement, le plus simple que j'ai, c'est Costco. Costco, finalement, on dirait vraiment, ils tiennent beaucoup à leurs clients. Et ça se manifeste par le fait qu'on paye une fois par année, par exemple, pour avoir accès aux services, enfin, pour avoir accès à ces Costco. Mais en même temps, ils vous remboursent le capital et vous en donnent plus si vous êtes actif dans les achats. Il y a du respect là-dedans. Même les fournisseurs, je crois, sont respectés dans le cas de Costco, simplement parce que c'est vrai que les fournisseurs donnent un prix, offrent leurs marchandises à un prix très bas. Par contre, par rapport à la vente qu'on peut avoir normalement dans d'autres magasins de leurs produits. Mais ça reste que finalement, la qualité du produit qu'ils offrent est valorisée par la compagnie Costco qui vend le produit. Là, je vous parle beaucoup de Costco. J'ai pas d'action, on n'a pas d'action de Costco du tout. C'est simplement un cas comme tel, comme exemple. Donc, il y a comment juger tout ça. Aujourd'hui, ça se juge, il y a une note, et c'est la gouvernance corporative. La gouvernance corporative, c'est parce que, finalement, qui dirige une compagnie? Ben, c'est le conseil d'administration. Il vous est montré ici en bas, voyez-vous. Il y a 3 modèles de gouvernance dans une entreprise. Le modèle anglo-américain, ça veut dire canadien aussi, naturellement, et il y a un conseil d'administration et il y a les actionnaires. Ensuite, vous en avez un autre, continental, ça se mettait pour l'Europe, dans lequel vous avez les dirigeants, enfin ceux qui dirigent, là, et ensuite vous avez des conseils de surveillance extérieurs, comme les banques et les syndicats. Par exemple, un cas typique de ce type-là, voyez-vous, par exemple, la Caisse de dépôt, à nous, ici au Québec, parfois, quand il y a une émission d'actions importante d'une compagnie, elle aime bien se réserver une partie importante de ces actions-là, parce que ça lui permet d'aller dans le conseil d'administration, et ça permet aussi au syndicat d'être présent. Donc, ça, dans ce cas-là, ça serait une gestion de type continental. Là. Ensuite, il y a le modèle japonais. Et donc, ce sont les banques, finalement, qui regardent la compagnie comme telle, comme elle fonctionne, et puis les principaux actionnaires. Donc, pas les petits actionnaires, mais les principaux. Mais nous, on vit dans le modèle anglo-américain, et donc, on a un conseil d'administration et on a les actionnaires. Naturellement, tous ces modèles-là, ces 3 modèles-là, même le conseil à nous, anglo-américain, a créé des scandales. Le scandale de Enron en 2001, c'est que finalement, il n'y avait pas une harmonie de comportement dans les différentes parties d'une compagnie. Et puis la partie comptable, la partie finalement, comme ça, de relations avec le public, et puis tout ça. Et finalement, ça avait créé Enron, ça est oublié aujourd'hui, c'est en 2001, donc c'était il y a 22 ans. Mais c'était une immense compagnie. Et puis finalement, elle a fait faillite, justement parce que son organisation n'était pas vraiment très saine. Un autre scandale, ça a été le scandale de la Volkswagen. Vous savez, en 2015, on découvre que la compagnie Volkswagen manipulait finalement les données sur l'émission contre la pollution de ses voitures. C'était pas vrai. La voiture polluait, mais on disait que c'était pas vrai. Donc, ils avaient truqué finalement les essais qui, ensuite, avaient été acceptés par un organisme américain et lequel disait, OK, si Volkswagen l'a essayé, c'est bon, donc c'est bon. En réalité, c'était pas bon du tout. Donc, quand une compagnie fait des affaires pareilles, il perd beaucoup. En effet, Volkswagen, je pense, quand c'est sorti le scandale, il a perdu, je ne sais pas, 4 à 5 %
finalement des ventes, et puis et le titre boursier est tombé, et puis tout ça. Donc, ça compte beaucoup, cette gouvernance corporative, c'est-à-dire de ne pas truquer et de ne pas dire des choses qui ne sont pas correctes. Dans le cas de la gouvernance corporative, je reviens là-dessus, parce que vous pouvez aujourd'hui le voir, cette gouvernance corporative. Pour avoir une idée, il y a des compagnies qui jugent d'autres compagnies sur leur gouvernance. Donc, cette gouvernance, vous allez par exemple dans Yahoo, Gary va vous le montrer. Et il va vous montrer donc Yahoo. Donc, on est dans Yahoo Finance ici. Et dans Yahoo Finance, vous devez cliquer sur Profile, ici, le profil. Et vers la fin, il vous donne, voyez-vous, la gouvernance corporative. C'est-à-dire, là, c'était dans ce cas ici, c'était Visa. C'est une compagnie AESS ici qui donne la qualité de la gouvernance. C'est-à-dire de comment ils sont traités finalement dans l'ensemble, interne et externe. Et il dit que ils ont une moyenne de 4. Donc, quand ils arrivent à 10, c'est mauvais. Quand ils sont à 1, c'est excellent. Donc, là, ils sont à 4. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans dans Visa. Regardez, le pillar score, c'est-à-dire le meilleur, est l'audit, ou le pire plutôt. Le pillar score, c'est audit, et le audit, il lui donne 10. Ça veut dire que c'est comme si la comptabilité n'était pas claire. Est-ce que c'est logique? Finalement, ça serait à voir. C'est finalement des compagnies internationales, mondiales, je ne sais pas, mais la gouvernance est donnée 10, au moins dans ce qui est audition, c'est-à-dire l'analyse de la comptabilité. Donc, ça veut dire que c'est un titre volatile, ça. Ensuite, vous avez le board, c'est le conseil d'administration, lui donne 3, donc ça c'est bon. Les droits des actionnaires, il lui donne 3, ça c'est bon. Et la compensation, lui donne 2. Donc, tout est bon, sauf que de l'audit, ce n'est pas évident. Évidemment, pour nous, en tant qu'investisseurs, est-ce que l'audit est important? Mais oui, parce qu'on ne sait pas si ça peut sortir un scandale ou quelque chose après, comme ça a été le cas finalement de Enron ou de Volkswagen, pour en citer juste 2. Est-ce qu'on peut mettre IBM, Gary, éventuellement, ou un titre? OK, ça c'est IBM, donc un joyau, ou c'était un joyau. Governance Convergence, ici, il vous dit qu'il est 5. Moins bon que Visa. Il dit que le meilleur score, c'est le audit, et c'est 5. 5, c'est pas si bon que ça. Board, il lui donne 6. Les droits des actionnaires, ça lui donne 4. Et la compensation lui donne 5. C'est un titre un peu... Il était meilleur autrefois, c'est ça que ça veut dire. Mais pour vous dire, cette gouvernance corporative, ça donne un peu une mesure finalement de comment la compagnie traite les affaires et traite les actionnaires et traite les patrons et traite les employés et puis tout ça. Et voilà. Donc finalement, la conclusion dans tout ça, c'est que une compagnie aujourd'hui ne vit pas seulement dans un contexte de faire juste de l'argent, du profit pour ses investisseurs et puis donc les propriétaires et tout ça. Elle est là parce que dans un contexte plus grand, il doit avoir une éthique dans les affaires et un comportement tel qui satisfait non seulement ceux qui sont à l'extérieur, mais qui sont aussi à l'intérieur. C'est-à-dire l'extérieur, c'est les clients, mais l'intérieur, c'est les employés et tout le monde. Et puis voilà, donc en espérant que tout ça s'améliore de plus en plus, toujours, et parce qu'il y a toujours moyen de perfectionner tout ça. Tout ça, c'est pour vous dire, bonne année 2024. Et j'espère, je suis presque sûr que ça va être une excellente année, au moins du côté des affaires. Du côté du monde entier, ça, c'est difficile à dire. On est dans un moment un peu spécial. Et j'espère que le côté géopolitique, finalement, finisse pour s'arranger. Mais on verra tout ça. Donc, bonne année à tout le monde.